Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui te prépare au bac d'économie en SES. Aujourd'hui, j'ai envie de parler encore une fois de la mondialisation. J'ai même, je pense déjà le titre de ce podcast, ça va être Quand le monde s'emballe, comment est-ce qu'on peut comprendre la mondialisation, ses effets et même ses limites. Alors salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet à la fois central pour le programme de SES et aussi parfois un peu flou pour les élèves, pour pas mal d'élèves, la mondialisation. C'est pour ça que je reviens beaucoup dessus dans ces podcasts et dans cette série. Tu en entends parler un petit peu partout, que ce soit dans les médias, dans les débats politiques, en cours bien sûr, mais est-ce que tu comprends vraiment ce que ça signifie mondialiser l'économie? Ce que ça implique et pourquoi certains disent que ça peut être une opportunité incroyable et d'autres que c'est un désastre social, écologique et même sur d'autres plans en économie notamment. Allez, aujourd'hui, on va prendre le temps de poser les bases, de définir les notions d'SES et de les illustrer avec des exemples concrets du quotidien. Et surtout, d'essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Parce que oui, comprendre la mondialisation, c'est aussi comprendre pourquoi certaines usines ferment, pourquoi tes vêtements ils viennent du Bangladesh, pourquoi ton téléphone il a fait le tour du monde avant d'arriver dans ta poche, et pourquoi certaines personnes vivent dans une grande insécurité économique pendant que d'autres accumulent toujours plus de fortune et de patrimoine. On commence par le début. C'est quoi la mondialisation? On redéfinit les bases et les notions de SES. La définition de base, c'est celle-ci. C'est que la mondialisation, c'est le processus d'intensification des échanges, des biens, des services, des capitaux, des informations et même des personnes à l'échelle planétaire. Et ce processus, il a été rendu possible grâce à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le progrès technologique, le progrès technique, les transports, les télécommunications, Internet, les transports en conteneurs, etc. Tout ça, ça réduit les coûts et le temps des échanges. Ensuite, des décisions politiques, des accords de libre-échange, la baisse des droits de douane entre plusieurs pays, la libéralisation des marchés financiers. Petit à petit, les économies, elles se sont ouvertes les unes aux autres d'un pays à l'autre. Les entreprises ont commencé à produire là où c'était le moins cher et le plus avantageux pour elles, à vendre là où il y avait de la demande, et à rechercher du financement là où c'était possible et disponible. Mais attention, la mondialisation, c'est pas juste un phénomène économique. C'est aussi un phénomène culturel, social, politique et surtout écologique. C'est un phénomène qui est global et qui remonte à l'échelle de la planète. Il y a des conséquences profondes sur la vie de tous les citoyens. Maintenant qu'on a défini la mondialisation et ce que c'était, on va revenir sur une autre notion importante que tu dois bien maîtriser, c'est la notion de marché. Dans le programme de SES, le marché, c'est le lieu réel ou virtuel où se rencontrent l'offre et la demande et où se forme un prix. Dans le monde mondialisé, les marchés, ils sont plus seulement locaux ou nationaux, ils deviennent internationaux. Tu ne vends pas seulement ta production à des clients du coin, mais potentiellement au monde entier. Et inversement, tu es en concurrence avec des producteurs du monde entier également. Ça, c'est un changement majeur dans nos économies modernes. Parce que ça veut dire que les entreprises, elles doivent s'adapter, elles doivent être compétitives à l'échelle de la planète et elles doivent réduire au maximum leurs coûts. Aller beaucoup plus vite et innover toujours de plus en plus. Et souvent, ça passe par des baisses de salaire, des délocalisations, une flexibilisation du monde du travail. Et là, on commence à toucher à l'un des grands débats autour de la mondialisation, à ses conséquences sur l'emploi et les inégalités sociales qu'elle crée. Dans les pays développés, la mondialisation, elle a contribué à la désindustrialisation, la destruction des industries. Beaucoup d'usines ont fermé parce qu'il était moins cher de produire ailleurs, notamment en Asie, en Europe de l'Est ou même en Afrique du Nord. Et aujourd'hui, ce serait plutôt l'Inde et l'Océanie. Les emplois industriels, ils ont donc disparu ou ils ont été complètement retransformés. Et ça a surtout touché les classes les plus populaires, les travailleurs qui sont le moins qualifiés, et surtout les grandes régions industrielles, c'est-à-dire pas trop les grandes villes, mais surtout les campagnes. Pendant ce temps, les emplois, notamment dans les services, la finance, la tech, eux, ils ont continué d'exister et ils ont continué de croître. Mais ces emplois, ils sont souvent plus qualifiés, donc moins accessibles à ceux qui n'ont pas fait d'études longues et qui se sont retrouvés sans travail, issus de l'industrie.
Résultat, on a un creusement des inégalités, notamment des inégalités sociales. C'est une fracture sociale dans nos sociétés modernes et une fracture territoriale entre les grandes métropoles, qui sont plutôt gagnantes sur ce point-là, et les petites villes ou les zones rurales qui sont plutôt laissées à l'abandon, complètement abandonnées, désindustrialisées, avec un tissu économique complètement délabré. Et rien pour remplacer ce tissu économique qui a disparu. Et ce sentiment, tu l'as vu dans pas mal de mouvements sociaux récents qui ont touché la France et l'Occident en règle générale. Nous, en France, on a eu les Gilets jaunes, par exemple. C'était aussi une réaction à cette mondialisation ressentie comme une réelle injustice. On a eu d'autres mouvements, comme la crise des agriculteurs, avec des produits qui viennent de l'étranger, qui rentrent en France. Forcément, ça crée des problèmes, surtout dans cette partie rurale de la France. Des gens qui bossent dur, mais qui n'arrivent plus à s'en sortir, pendant que d'autres s'enrichissent toujours plus dans des grandes villes avec des préoccupations qui sont très très loin de ceux de la ruralité. On a aussi des services publics qui ferment dans les campagnes de plus en plus. On a un service public qui délaisse complètement la ruralité, pendant que les grandes villes prospèrent avec toujours plus de services mis à disposition des citoyens. Mais alors, faut-il arrêter la mondialisation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut fermer toutes les frontières, produire chez nous et consommer du local à 100%? C'est là qu'intervient un concept qui est super important en économie. C'est une notion d'SES, c'est le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est l'ensemble des mesures qu'un pays peut prendre pour protéger son économie nationale, son économie interne, de la concurrence étrangère et mondiale. Ça peut être, premièrement, des droits de douane. On taxe les produits importés pour les rendre plus chers et donc moins compétitifs. Ça peut être des quotas d'importation. On limite la quantité de produits étrangers qui peuvent entrer sur le territoire national. Et ça peut être également des normes. On impose des règles strictes, notamment sanitaires, environnementales, qui peuvent désavantager les produits venus d'ailleurs, notamment de pays qui ne respectent pas ces normes. Donc, on récapitule. Qu'est-ce que c'est les barrières douanières et le protectionnisme? Tu as les droits de douane, les quotas d'importation et les normes. Attention, le protectionnisme, il n'est pas sans conséquences. Si tu taxes les produits étrangers, les autres pays, ils peuvent faire exactement la même chose avec tes exportations. Euh, Si chacun se ferme, le commerce mondial, il diminue. La croissance, elle ralentit pour tout le monde. Et ça peut déclencher une spirale négative à l'échelle du monde. En revanche, si certains économistes défendent un protectionnisme ciblé ou écologique, voire même social. L'idée, ce n'est pas de tout fermer, mais de mieux réguler les échanges sur certains points. Par exemple, en imposant des normes environnementales sur des produits importés, pour éviter de la concurrence déloyale de pays où les règles sont beaucoup plus laxistes en matière d'environnement. Et justement, en parlant d'environnement, il faut qu'on parle aussi d'un autre sujet qui est essentiel en économie, c'est les externalités négatives. Ça, tu en as déjà entendu parler. Une externalité, en SES, c'est une conséquence positive ou négative d'une activité économique qui n'est pas prise en compte sur le marché et surtout qui n'est pas comptabilisée dans le PIB. Et la mondialisation, elle en produit énormément, des négatives comme des positives. Dans les externalités négatives de la mondialisation, on pourra retrouver par exemple la pollution liée au transport de marchandises, qui est l'une des principales causes du CO2 et de la pollution à l'échelle de la planète. L'épuisement des ressources naturelles également, puisque les grandes entreprises vont venir puiser les ressources naturelles de tous les pays. Les conditions de travail dégradées dans certains pays pour produire à bas coût, et du dumping social et fiscal, c'est-à-dire qu'on tire tout, notamment les prix, les charges des entreprises vers le bas pour rester le plus compétitif possible. Autrement dit, on produit plus, on consomme plus, mais à quel prix? Et ça, c'est le prix économique et social qu'on va payer, nous, en Occident. Et ce prix, ça peut être aussi la planète, le droit des travailleurs, ou le bien-être des générations futures qui viendront après nous. Tu vois, on est en train de parler d'un truc qui touche vraiment à tout, que ce soit à notre vie quotidienne aujourd'hui, à nos études, à notre avenir. C'est pas des concepts abstraits. La mondialisation, c'est concret, c'est réel. Et comme tu peux le voir, elle soulève des questions complexes, cette mondialisation, parce qu'elle crée des opportunités, mais aussi des tensions, notamment des tensions sociales, des inégalités, et surtout un risque sur l'économie et tout notre système occidental. Maintenant, on va rentrer dans des éléments un peu plus concrets. Je vais te proposer une grille de lecture en 3 temps. Premièrement, les stratégies d'entreprise. Ensuite, on verra les inégalités provoquées par la mondialisation. Et enfin, les réactions possibles des États, des citoyens et même de toi, finalement.
Premièrement, donc les stratégies des entreprises dans la mondialisation. Alors pour commencer, imagine une entreprise française qui fabrique, disons, des baskets. C'est vraiment une petite industrie classique. Tu pourrais penser que cette entreprise, elle produit en France, elle vend en France, et puis voilà, c'est tout, on s'arrête là. Mais non, aujourd'hui, cette entreprise, elle peut avoir un siège social à Paris pour fabriquer ses semelles en Thaïlande, assembler ses chaussures au Vietnam, faire imprimer des boîtes au Portugal et vendre ses produits dans toute l'Europe via un site internet hébergé aux États-Unis. Et ça, c'est une stratégie de fragmentation internationale de la chaîne de valeur de production. C'est un peu technique, je te l'accorde, mais c'est super important à comprendre. Ce concept, il désigne le fait que chaque étape de la production d'un bien peut être réalisée dans un pays différent en fonction des avantages comparatifs, selon Ricardo, de chacun. Un pays avec de la main-d'œuvre bon marché, on y installe des usines. Un pays très qualifié en design ou en ingénierie, on va y installer son pôle recherche et développement. Un pays avec un système fiscal super avantageux, on va y recentrer tous nos bénéfices. Et ça, c'est possible grâce à la mondialisation, grâce à l'ouverture des marchés, grâce aux accords internationaux entre les pays. Mais évidemment, ça pose beaucoup de questions. Parce que cette logique pousse toujours à chercher le coût le plus bas possible, la fiscalité la plus avantageuse pour les entreprises, les règles les plus souples en matière de production. Et ça crée ce qu'on appelle du dumping. Le dumping, il peut être social, il peut être fiscal, ou voire même environnemental. À chaque fois, on cherche à jouer sur l'une de ces trois normes pour gagner un avantage par rapport aux autres. Allez, deuxième partie, les gagnants et les perdants de la mondialisation. Maintenant, en prenant un peu de recul, est-ce que tout le monde profite au même niveau de la mondialisation? La réponse, elle est clairement non. D'un côté, tu as les entreprises qui sont des multinationales, avec des actionnaires, les dirigeants de grandes boîtes. Eux, ils tirent de gros bénéfices de cette mondialisation-là. Plus de marché, plus de marge, plus de croissance, moins de charges. D'un autre côté, tu as des travailleurs qui sont peu qualifiés dans les pays développés, qui voient leur emploi complètement disparaître et le tissu industriel fondre comme neige au soleil. Tu as des agriculteurs dans les pays pauvres qui ne peuvent pas rivaliser avec les produits importés et subventionnés d'autres pays. Tu as des petites entreprises locales qui ferment face à la concurrence des géants internationaux et du numérique. Et même à l'intérieur des pays riches, il y a un fossé qui se creuse entre les grandes villes, très connectées à la mondialisation, comme Paris, Londres, New York, et les zones rurales, les petites villes, les villes moyennes, qui se sentent complètement laissées et mises de côté, même par les pouvoirs publics. Tu veux un exemple concret? Regarde les États-Unis. Dans les années 2000, la mondialisation elle a provoqué la fermeture de milliers d'usines, notamment dans le Midwest. Des villes entières ont décliné, ont été décimées, et ce sont justement ces zones qui ont voté massivement pour Donald Trump en 2016 parce qu'il promettait de ramener les emplois, de ramener un tissu industriel et de relancer le Made in America pour protéger les industries nationales. Tu vois, c'est pas juste de l'économie, c'est aussi de la géopolitique, de la sociologie et de la démocratie. Troisièmement, les réactions qui sont possibles face à la mondialisation. On a vu qu'il y avait le protectionnisme, on peut réguler et il peut y avoir aussi quelques alternatives. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut tout arrêter, fermer les frontières ou quitter les accords internationaux? Certains le pensent et c'est l'option du protectionnisme un peu radical. Mais en réalité, ce serait très compliqué à mettre en œuvre parce que nos économies, elles sont déjà fortement interconnectées et interdépendantes. On ne pourrait pas du jour au lendemain se passer des importations, de certains composants, de certains médicaments ou trouver des débouchés uniquement nationales pour nos exportations. Mais on peut penser à des solutions plus nuancées. D'abord, on peut envisager un protectionnisme intelligent. Par exemple, mettre en place des barrières écologiques aux frontières, interdire ou taxer fortement les produits qui sont très polluants pour nous, encourager les circuits courts et les relocalisations nationales sans interdire forcément les échanges internationaux. On peut également aider les entreprises qui s'engagent à produire localement et de façon durable. Ensuite, il faut penser à la régulation internationale. La mondialisation actuelle, elle est surtout économique, elle n'est pas vraiment politique. Les grandes entreprises, elles sont globales, mais les règles, elles sont locales. Résultat, elles peuvent contourner les règles, échapper à l'impôt et jouer avec toutes les législations qui existent dans le monde. Il serait donc plus logique d'imaginer une gouvernance quasiment mondiale, des accords internationaux beaucoup plus ambitieux pour harmoniser les normes sociales et environnementales à l'échelle de la planète, lutter contre l'évasion fiscale de manière efficace, mettre en place une taxe sur les transactions financières pour éviter la fuite des bénéfices des grosses entreprises et favoriser des échanges plus équitables entre les pays. Et là, on touche à une autre notion de SES, les politiques économiques. Et il faut bien différencier deux grandes catégories de politiques. Les politiques budgétaires, on en a déjà parlé dans les précédents podcasts,
Politique budgétaire, c'est décidé par l'État, elle concerne les dépenses et les recettes publiques et les impôts. Et tu as les politiques monétaires qui sont décidées par les banques centrales, comme la BCE en Europe, et qui concernent les taux d'intérêt et la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Or, dans la mondialisation, les États ils ont souvent perdu du pouvoir, parce qu'ils sont trop petits à l'échelle du monde. Ils ont moins de marge de manœuvre liée à leur budget, à cause des règles européennes, de la dette ou de la pression des marchés, et ils n'ont plus la main sur les politiques monétaires s'ils sont dans une zone économique comme la zone euro. Mais ils peuvent encore agir par régulation, donc par la loi, sur l'éducation également, ou bien les choix d'investissement, dans la transition écologique par exemple, et aussi sur la protection sociale des travailleurs et des citoyens. Bon, et nous dans tout ça? Parce que c'est bien beau de parler des États et des entreprises, mais nous aussi, on pourrait peut-être avoir un rôle à jouer là-dedans. Quand tu achètes un t-shirt à 5 euros sur Internet, tu encourages un certain modèle économique mondial. Quand tu manges local et que tu boycottes certaines marques, ou que tu votes, tu agis, même à ton échelle. Et je veux que tu retiennes ça. La mondialisation, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui est très loin et que tu ne peux pas contrôler. C'est un choix qui est collectif. Et ce choix, il peut évoluer, il peut être réorienté en fonction des actions individuelles de chacun. Alors, mondialisation heureuse ou mondialisation plutôt dangereuse? Eh bien, un peu des deux. La mondialisation, elle a permis des avancées majeures, comme la réduction de la pauvreté dans certains pays, l'accès à une consommation plus variée pour les citoyens, la circulation aussi des idées, et beaucoup de progrès techniques et de transfert des progrès techniques entre les pays. Mais elle a aussi généré des fractures, notamment des fractures sociales, des déséquilibres et des tensions entre les pays. C'est ce qu'on doit viser aujourd'hui, c'est pas forcément moins de mondialisation, mais plutôt mieux de mondialisation, c'est-à-dire mieux régulée, mieux contrôlée. Une mondialisation qui serait plutôt plus juste, plus écologique et un peu plus humaine et sociale. Et pour ça, il faut comprendre tous les mécanismes, comme on vient de le faire, mais aussi agir chacun à sa manière et à son échelle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a aidé à mieux comprendre la mondialisation, à démêler toutes ces notions et à réfléchir sur ce que ça implique à la fois pour toi et pour nous tous. N'hésite pas à partager ce podcast à tes camarades, à t'abonner, à me poser des questions si certains points n'ont pas été clairs. Et surtout, garde la curiosité, garde l'envie d'apprendre. C'est ça le vrai pouvoir dans un monde qui bouge et dans un monde toujours plus interconnecté. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.